La clé était rouillée, mais la porte céda comme si elle l'avait attendue toute sa vie. L'odeur de moisi mélangée à un parfum ancien remonta par ses narines comme un souvenir qui n'était pas le sien, mais qu'elle reconnaissait. Sur la table de la cuisine, il y avait encore 3 tasses. Une pour grand-mère, une pour maman, une pour elle. Toujours 3. Maintenant, une seule. Les murs gardaient plus que l'humidité. Ils gardaient des voix, des murmures de femmes qui avaient porté des pierres dans la poitrine et appelaient cela de l'amour, des femmes qui avaleraient leurs propres cris avant de réveiller les enfants, des femmes qui peignaient des sourires sur des blessures ouvertes et disaient au monde que tout allait bien. Elle parcourut les pièces comme on visite un musée de sa propre âme. Chaque objet était une question sans réponse. Chaque photo, une histoire interrompue. Le silence de la maison n'était pas vide. Il était lourd, chargé de tout ce qui n'avait jamais été dit. Dans la chambre de sa mère, les tiroirs gardaient encore des lettres jamais envoyées. Des lettres pour un père parti trop tôt. Des lettres pour un amour qui n'était jamais venu. Des lettres pour des enfants qui avaient grandi trop vite. Et au fond du dernier tiroir, une enveloppe avec son nom, écrite de la main tremblante des derniers jours. « Ma fille, tu as toujours demandé pourquoi j'étais si distante. Aujourd'hui, je sais. Je portais le vide de ma mère, et elle portait le vide de la sienne. Nous sommes des femmes, puis, creusant toujours plus profond à la recherche de quelque chose qui n'a peut-être jamais existé. Pardonne-moi de t'avoir laissé hériter de cela. » Les mots coupèrent comme du verre, mais illuminèrent aussi. Elle n'était pas seulement elle. Elle était la continuation d'une lignée de femmes qui avaient appris à aimer de loin, à soigner en blessant, à nourrir en s'oubliant. Elle était la dernière d'une génération qui avait hérité de vides déguisés en tradition. Elle s'assit sur le sol, froid de la cuisine, et laissa la maison l'embrasser. Pour la première fois, elle comprit que le vide qu'elle ressentait n'était pas son défaut. C'était un héritage qu'elle pouvait choisir de transformer ou de perpétuer. La maison ancestrale n'était pas seulement des briques et de vieux meubles. C'était une carte émotionnelle, un manuel de douleurs transmises de mère à fille, de génération en génération. Mais les manuels peuvent être réécrits. Les maisons peuvent être rénovées. Et certains héritages, quand on les regarde en face, révèlent non seulement ce qui a été brisé, mais aussi où habite la force qui a maintenu tout debout si longtemps. La maison respirait avec elle maintenant. Elle respirait la respiration de toutes les femmes qui y avaient vécu et étaient reparties. Et pour la première fois, elle respirait aussi pour elle-même. Dans le grenier, entre les boîtes poussiéreuses et les robes qui sentaient la naphtaline, elle trouva les journaux intimes, des dizaines, écrits par des mains différentes, mais racontant la même histoire. L'histoire de femmes qui se sont perdues en essayant de sauver tout le monde, sauf elles-mêmes. 1962. J'ai épousé aujourd'hui. Maman a dit que l'amour vient après. J'espère qu'elle a raison. L'écriture jeune de grand-mère dansait sur la page jaunie. 1987. Il est encore parti. Les enfants ont demandé où est papa. J'ai dit qu'il était allé travailler. Je dis toujours qu'il est allé travailler. La calligraphie de sa mère. Plus dure, plus fatiguée. 2010. Elle est née aujourd'hui. J'ai juré qu'elle ne porterait pas mes blessures. Mais comment donner ce qu'on n'a jamais reçu? Sa propre écriture, dans un journal qu'elle avait oublié avoir écrit. Carl Jung murmurait dans l'ombre du grenier, « Ce à quoi nous résistons persiste. Ce que nous n'acceptons pas en nous-mêmes nous condamne à le répéter. » Les mots résonnaient dans la poussière comme une prophétie accomplie. Elle réalisa qu'elle était assise au centre d'un cercle de souffrance parfaitement orchestré. Chaque femme de cette lignée avait essayé de briser les chaînes, en les ignorant, en les niant, en les recouvrant de sourires et de sacrifices. Mais les chaînes invisibles sont les plus solides. Sa grand-mère avait épousé un homme qui ne savait pas aimer pour échapper à un père qui ne savait pas rester. Sa mère avait choisi un homme absent pour réparer l'absence de son propre père. Et elle avait passé sa vie à chercher dans les autres ce que ces femmes n'avaient jamais pu lui donner. La maison ancestrale révélait ses secrets un à un. Dans le miroir brisé du couloir, elle vit non pas son reflet, mais le reflet de toutes celles qui l'avaient précédée. Leurs yeux étaient ses yeux. Leur fatigue était sa fatigue. Leur façon de porter la tête légèrement penchée vers la gauche, comme si elle portait un poids invisible, c'était exactement la sienne. Jung parlait de l'inconscient collectif, mais ici, c'était l'inconscient familial qui suintait des murs. Chaque geste, chaque peur, chaque façon de fuir l'amour
était codé dans ses os comme un ADN émotionnel. Elle toucha le mur froid du grenier et sentit vibrer sous ses doigts les larmes jamais versées de sa lignée. Des larmes de petite fille qui avaient grandi trop vite, de femmes qui avaient aimé des hommes fantômes, de mères qui avaient donné leur vie goutte à goutte sans jamais apprendre à se nourrir. La vérité était simple et terrible. Elle était l'héritière d'un royaume de manque. Mais les royaumes peuvent changer de roi, et certaines héritières naissent non pour perpétuer, mais pour transformer. Dans le silence du grenier, elle entendit pour la première fois sa propre voix, distincte de celle de sa mère, distincte de celle de sa grand-mère. Une voix qui disait « Ça s'arrête ici ». La cave l'appelait depuis des heures. Elle avait tourné autour de la porte toute la journée, comme un animal qui sent le danger, mais ne peut s'empêcher d'approcher. La poignée était froide sous sa paume, presque brûlante de froideur. En descendant les marches grinçantes, elle sentit l'air changer, plus dense, plus lourd, chargé d'une émotion qu'elle ne savait pas nommer. L'odeur de terre humide se mêlait à quelque chose d'autre, l'odeur de la peur séchée, de la colère enterrée, de l'amour qui s'est tu. Au centre de la cave, une vieille malle en bois, pas fermée à clé, mais fermée par le poids de générations qui avaient préféré l'oubli au souvenir. Elle souleva le couvercle et l'histoire vraie de sa famille explosa dans ses narines. Des photos déchirées, des lettres brûlées à moitié, un certificat de naissance avec un nom rayé, un acte de décès datant de 1943. Et au fond, enveloppé dans un tissu noir, un petit livre rouge. Journal de Marie-Claire, privé. Ne pas ouvrir. Marie-Claire, l'arrière-grand-mère dont on ne parlait jamais, celle qui était partie quand sa grand-mère était encore enfant. Partie où? Partie comment? Les questions interdites de la famille gisaient là dans ce sous-sol qui sentait la vérité pourrie. Elle ouvrit le journal et les mots la giflèrent. 1943. J'ai tué mon enfant aujourd'hui. Pas avec mes mains, mais avec mon silence. Il pleurait dans le grenier pendant que les soldats étaient en bas. J'ai mis ma main sur sa bouche pour qu'il se taise. J'ai appuyé fort, trop fort. Je ne suis plus une mère. Je suis une meurtrière qui se cache derrière la guerre. Les pages suivantes étaient tachées de larmes et de sang. Marie-Claire avait écrit sa folie, sa culpabilité, sa descente aux enfers. Elle avait perdu 3 enfants pendant la guerre. Un mort de faim, un tué par les bombardements, un étouffé par sa propre mère dans un moment de terreur absolue. Je comprends maintenant pourquoi ma fille ne sait pas m'aimer. Comment aimer quelqu'un qui a tué son propre sang? Comment faire confiance à des mains qui ont étouffé la vie? Le mystère de la lignée se dévoilait enfin. Marie-Claire avait survécu à la guerre, mais pas à sa culpabilité. Elle était devenue une mère fantôme, incapable de toucher, incapable de nourrir, incapable de rassurer. Sa fille, la grand-mère, avait grandi dans l'ombre de cette mort, sans jamais comprendre pourquoi sa mère la regardait comme si elle était un reproche vivant. Et cette incapacité à aimer s'était transmise comme un virus silencieux. De Marie-Claire à sa grand-mère, de sa grand-mère à sa mère, de sa mère à elle. 4 générations de femmes qui avaient appris que l'amour était dangereux, que la tendresse tuait, que mieux valait rester à distance pour protéger. Dans la cave froide, elles tenaient enfin la source de leur mal familial. Pas un défaut, pas une faiblesse, mais une blessure de guerre qui avait infecté 100 ans de maternité. Elle ferma le journal et pleura. Pleura pour Marie-Claire, pour l'enfant étouffé, pour toutes les femmes qui avaient payé le prix de cette tragédie originelle. Elle remonta de la cave avec le journal serré contre sa poitrine, comme si elle portait un cadavre. Dans le salon, elle s'assit dans le fauteuil de sa mère et ouvrit les pages suivantes. L'histoire de Marie-Claire continuait, de plus en plus sombre, de plus en plus précise. 1944. Henri est revenu de guerre. Il ne me reconnaît pas. Comment pourrait-il? Je ne suis plus la femme qu'il a épousée. Je suis une tueuse. Je vois la suspicion dans ses yeux. Il sait que quelque chose s'est brisé en moi. La nuit, il me touche et je deviens de la glace. Comment? Expliquer que mes mains ont serré trop fort. Comment dire que l'amour et la mort se sont mélangés dans mes paumes? Les mots dansaient devant ses yeux comme des flammes noires. Elle comprenait maintenant pourquoi sa grand-mère avait cette façon de reculer quand on l'approchait. Pourquoi sa mère avait toujours eu peur de ses propres mains. Pourquoi elle-même avait appris à aimer avec des gants. 1945. Ma fille refuse que je la porte. Elle pleure quand je m'approche. Les bébés savent. Ils sentent la mort sur nous. J'essaie de la bercer et elle se raidit. J'essaie de la nourrir et elle détourne la tête.
Elle préfère avoir faim plutôt que d'être touchée par moi. J'ai tué non seulement mon fils, mais aussi ma capacité à être mère. » L'exercice symbolique s'imposait de lui-même. Elle posa le journal et ferma les yeux. Dans son imagination, elle créa un autel. Pas un autel religieux, mais un autel de vérité. Au centre, elle plaça Marie-Claire, jeune femme terrorisée par la guerre. Autour d'elle, elle disposa tous les enfants morts, celui qu'elle avait étouffé, celui mort de faim, celui tué par les bombes. Et autour de ces enfants morts, elle plaça toutes les femmes de sa lignée. Sa grand-mère, petite fille rejetée. Sa mère, enfant non désiré. Elle-même, adulte affamée d'amour. Et les enfants qu'elle n'avait jamais eus, par peur de répéter l'histoire. Dans cette vision, elle parla à Marie-Claire. « Je te vois, je vois ta terreur, je vois ta culpabilité, je vois comment tu as essayé de protéger et comment la protection est devenue destruction. Tu n'es pas un monstre, tu es une femme brisée par la guerre qui a fait l'impensable pour survivre. » Puis elle parla à l'enfant étouffé. « Tu es mort dans l'amour et la terreur. Ta mère ne voulait pas te tuer. Elle voulait vous sauver tous. Ton sacrifice a protégé les autres. Mais ton absence a empoisonné l'amour de toute une lignée. » La phrase bomba monta du plus profond de sa poitrine. L'amour sans pardon devient poison. Le silence sans vérité devient malédiction. Elle ouvrit les yeux et sut que quelque chose venait de se briser en elle. Pas se briser pour se détruire, mais se briser pour s'ouvrir. Comme un œuf qui se casse pour libérer la vie. Marie-Claire avait gardé son secret jusqu'à la mort. Sa grand-mère avait porté le mystère sans le comprendre. Sa mère avait hérité de la peur sans connaître sa source. Mais elle avait le journal. Elle avait les mots. Elle avait la vérité. Et avec la vérité, venait le choix de transformer ou de perpétuer. La nuit tomba sur la maison comme une bénédiction. Elle était restée assise dans le fauteuil, le journal ouvert sur ses genoux, laissant la vérité s'infiltrer dans ses os comme un poison nécessaire. Dehors, le vent faisait gémir les volets, et elle se demanda si c'était le vent ou les âmes de sa lignée qui pleuraient enfin. À 3 heures du matin, elle descendit dans la cave, pas pour fuir, mais pour rencontrer. Elle s'assit sur le sol froid, face à la malle ouverte, et parla dans l'obscurité. « Marie-Claire, je sais que tu es là. Je sens ton poids dans ma poitrine depuis que je suis née. Je sens tes mains sur ma gorge chaque fois que quelqu'un essaie de m'aimer. Tu as étouffé ton enfant pour le sauver, et depuis, toute notre lignée étouffe l'amour pour se protéger. » Le silence répondit, mais c'était un silence plein, un silence qui écoutait. J'ai passé ma vie à reculer devant les caresses. J'ai appris que l'amour était dangereux, que la tendresse tuait, que mieux valait rester seul que de risquer de faire mal. J'ai hérité de ta peur, Marie-Claire. J'ai hérité de ta culpabilité. J'ai hérité de tes mains meurtrières. Elle leva ses propres mains dans l'obscurité et les regarda, même si elle ne les voyait pas. Mais ces mains-là, elles n'ont jamais tué personne. Ces mains-là, elles ont soigné. Elles ont caressé. Elles ont créé. Elles ont la force de ta lignée. Mais elles ne portent pas ton crime. La catharse montait du plus profond de ses entrailles. Pas une catharse de colère, mais une catharse de reconnaissance. Elle reconnaissait la tragédie ancestrale. Elle reconnaissait la transmission de la douleur. Elle reconnaissait sa propre innocence dans cette histoire qu'il avait façonnée. J'ai porté ton secret sans le connaître. J'ai payé pour ton crime sans l'avoir commis. J'ai vécu ta punition sans comprendre ta faute. Mais cette nuit, Marie-Claire, je pose ton fardeau. Je le pose avec respect, avec compassion, mais je le pose. Les larmes coulaient maintenant chaudes sur ses joues froides. Larmes de soulagement, larmes de libération, larmes de deuil pour toutes les femmes de sa lignée qui avaient vécu dans l'ombre de cette tragédie. Tu as fait ce que tu as pu avec ce que tu avais. La guerre t'a brisé et tu as survécu comme tu pouvais. Mais moi, je ne suis pas en guerre. Moi, je peux choisir de guérir au lieu de perpétuer. Je peux choisir de transformer ta blessure en sagesse. Elle sentit quelque chose se déplacer dans la cave. Pas quelque chose de physique, mais quelque chose d'énergétique. Comme si un poids invisible se soulevait de ses épaules. Je te pardonne, Marie-Claire. Je nous pardonne à toutes. Et maintenant, je me donne la permission d'aimer sans étouffer, de toucher sans tuer, de vivre sans porter tes morts. Dans l'obscurité complète de la cave, elle sourit pour la première fois depuis des années. Un sourire qui venait de ses propres lèvres, pas de celle de sa mère ou de sa grand-mère. Un sourire qui était entièrement sien. L'aube la trouva endormie sur le sol de la cave, le journal de Marie-Claire posé sur son cœur comme un talisman.
Elle se réveilla avec une sensation étrange, celle d'avoir rêvé avec les yeux de toutes les femmes de sa lignée. Dans son rêve, elle était Marie-Claire, jeune mère terrifiée par les bottes qui résonnèrent dans l'escalier. Elle était sa grand-mère, enfant qui ne comprenait pas pourquoi maman avait des mains de glace. Elle était sa mère, adolescente qui cherchait l'amour dans les yeux d'hommes qui fuyaient. Elle était elle-même, petite fille qui s'endormait en serrant fort ses poupées parce que personne ne la serrait. Mais dans ce rêve, il y avait une nouveauté, une cinquième femme. Une femme qu'elle ne reconnaissait pas mais qui avait son visage. Cette femme-là avait des mains chaudes. Cette femme-là souriait sans effort. Cette femme-là portait la mémoire sans porter le poison. En remontant de la cave, elle créa son second exercice symbolique. Dans la cuisine, elle prit les 3 tasses qui étaient restées sur la table depuis son arrivée. Elle les remplit d'eau claire et les disposa en triangle. La première tasse pour Marie-Claire, je mets dans cette eau ta culpabilité. Je la reconnais, je la comprends, mais je ne la bois pas. La deuxième tasse pour sa grand-mère et sa mère, je mets dans cette eau votre confusion, votre peur d'aimer, votre héritage de froid. Je le reconnais, je le comprends, mais je ne le bois pas. La troisième tasse pour elle-même. Je mets dans cette eau ma propre peur, ma propre solitude, ma propre façon de fuir l'amour. Je le reconnais, je le comprends, et maintenant je le transforme. Elle prit la troisième tasse et la but entièrement. L'eau avait un goût salé comme les larmes, mais aussi un goût de terre comme la vie qui pousse. Puis elle prit les 2 autres tasses et les vida dans l'évier. L'eau disparut dans les canalisations, emportant avec elle 100 ans de secret et de silence. Dans le miroir de la salle de bain, elle se regarda pour la première fois vraiment, pas avec les yeux de sa mère qui trouvait toujours quelque chose à corriger, pas avec les yeux de sa grand-mère qui ne regardait jamais trop longtemps, mais avec ses propres yeux. Elle vit une femme qui portait les traits de sa lignée, mais qui n'était condamnée à répéter aucune de leurs histoires. Elle vit des mains qui avaient de la force de Marie-Claire, mais qui ne porteraient jamais son crime. Elle vit des yeux qui avaient la profondeur de sa mère, mais qui ne fuyaient plus la tendresse. « Je suis la 5e femme », murmura-t-elle à son reflet. « Je suis celle qui transforme l'héritage au lieu de le subir. » Le miroir lui renvoya un sourire qu'elle ne se connaissait pas. Un sourire qui venait de plus profond que la peur, de plus loin que la culpabilité. Un sourire qui était sa propre signature sur le monde. La maison ancestrale avait livré ses secrets. Maintenant, elle allait livrer ses possibilités. L'aube la trouva endormie sur le sol de la cave, le journal de Marie-Claire posé sur son cœur comme un talisman. Elle se réveilla avec une sensation étrange, celle d'avoir rêvé avec les yeux de toutes les femmes de sa lignée. Dans son rêve, elle était Marie-Claire, jeune mère terrifiée par les bottes qui résonnaient dans l'escalier. Elle était sa grand-mère, enfant qui ne comprenait pas pourquoi maman avait des mains de glace. Elle était sa mère, adolescente qui cherchait l'amour dans les yeux d'hommes qui fuyaient. Elle était elle-même, petite fille qui s'endormait en serrant fort ses poupées parce que personne ne la serrait. Mais dans ce rêve, il y avait une nouveauté, une 5e femme. Une femme qu'elle ne reconnaissait pas mais qui avait son visage. Cette femme-là avait des mains chaudes. Cette femme-là souriait sans effort. Cette femme-là portait la mémoire sans porter le poison. En remontant de la cave, elle créa son second exercice symbolique. Dans la cuisine, elle prit les 3 tasses qui étaient restées sur la table depuis son arrivée. Elle les remplit d'eau claire et les disposa en triangle. La première tasse pour Marie-Claire, je mets dans cette eau ta culpabilité. Je la reconnais, je la comprends, mais je ne la bois pas. La deuxième tasse pour sa grand-mère et sa mère, je mets dans cette eau votre confusion, votre peur d'aimer, votre héritage de froid. Je le reconnais, je le comprends, mais je ne le bois pas. La troisième tasse pour elle-même, je mets dans cette eau ma propre peur, ma propre solitude, ma propre façon de fuir l'amour. Je le reconnais, je le comprends, et maintenant, je le transforme. Elle prit la 3e tasse et la but entièrement. L'eau avait un goût salé, comme les larmes, mais aussi un goût de terre, comme la vie qui pousse. Puis elle prit les 2 autres tasses et les vida dans l'évier. L'eau disparut dans les canalisations, emportant avec elle 100 ans de secret et de silence. Dans le miroir de la salle de bain, elle se regarda pour la première fois vraiment, pas avec les yeux de sa mère qui trouvait toujours quelque chose à corriger, pas avec les yeux de sa grand-mère qui ne regardait jamais trop longtemps, mais avec ses propres yeux. Elle vit une femme qui portait les traits de sa lignée, mais qui n'était condamnée à répéter aucune de leurs histoires.
Elle vit des mains qui avaient la force de Marie-Claire, mais qui ne porteraient jamais son crime. Elle vit des yeux qui avaient la profondeur de sa mère, mais qui ne fuyaient de plus la tendresse. « Je suis la 5e femme », murmura-t-elle à son reflet. « Je suis celle qui transforme l'héritage au lieu de le subir. » Le miroir lui renvoya un sourire qu'elle ne se connaissait pas. Un sourire qui venait de plus profond que la peur, de plus loin que la culpabilité. Un sourire qui était sa propre signature sur le monde. La maison ancestrale avait livré ses secrets. Maintenant, elle allait livrer ses possibilités. La lumière du matin transformait la maison. Les mêmes murs qui l'avaient oppressée la veille semblaient maintenant respirer avec elle. Elle monta au grenier, non plus pour fuir ou pour fouiller, mais pour rencontrer l'espace de sa nouvelle compréhension. Assise entre les mâles et les souvenirs, elle comprit ce que Jung voulait dire quand il parlait de l'individuation. Elle n'était plus la somme de ses héritages. Elle était devenue elle-même à travers ses héritages. La différence était énorme. Marie-Claire avait vécu dans la culpabilité jusqu'à sa mort. Sa grand-mère avait vécu dans la confusion jusqu'à sa mort. Sa mère avait vécu dans la peur jusqu'à sa mort. Mais elle avait choisi de vivre dans la compréhension. Et la compréhension transformait tout. Elle prit une feuille de papier et écrivit sa première lettre libre. « Chère femme de ma lignée, je vous écris depuis l'autre côté de notre histoire familiale, depuis le côté où l'on peut aimer sans étouffer, toucher sans détruire, vivre sans porter les morts des autres. Marie-Claire, tu as fait l'impensable dans des circonstances impensables. Ton geste était à la fois un meurtre et un acte d'amour désespéré. Je comprends maintenant que tu n'as pas choisi de tuer, tu as choisi de sauver dans la seule façon que la terreur te permettait. Ton secret a empoisonné notre lignée, mais ta force nous a toutes maintenues debout. Grand-mère, tu as grandi dans l'ombre de ce crime sans jamais comprendre pourquoi. Ta mère ne pouvait pas t'aimer pleinement. Tu as appris que l'amour était rare et dangereux. Tu as transmis cette leçon en pensant nous protéger. Je comprends maintenant que ton froid était une forme de tendresse inversée. Maman, tu as hérité de la peur sans hériter de l'explication. Tu as passé ta vie à chercher un amour que tu ne savais pas recevoir. Tu m'as donné tout ce que tu pouvais, même si ce n'était pas tout ce dont j'avais besoin. Je comprends maintenant que ton absence était une façon de ne pas reproduire ce que tu avais subi. Et moi, je suis celle qui a eu la chance de découvrir la vérité. Je suis celle qui peut transformer notre lignée de femmes blessures en lignée de femmes guérisseuses. » En écrivant, elle sentait quelque chose de nouveau naître en elle. Pas la colère qu'elle avait portée si longtemps contre sa famille, pas la tristesse qui l'avait habitée depuis l'enfance, mais quelque chose de plus rare, la compassion. Jung avait raison, ce qui était inconscient devenait conscient, et ce qui devenait conscient pouvait être transformé. Elle ne cherchait plus à fuir son héritage familial. Elle cherchait à l'honorer en le métamorphosant. La clarté était là, lumineuse et simple. Elle était la première femme de sa lignée à pouvoir briser le cycle parce qu'elle était la première à en comprendre l'origine. Elle était la première à pouvoir pardonner parce qu'elle était la première à connaître l'histoire complète. Dans le grenier de la maison ancestrale, entourée des fantômes devenus alliés, elle se leva et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, le soleil éclairait un jardin abandonné mais encore vivant, comme elle, comme toute sa lignée finalement. La lumière du matin transformait la maison. Les mêmes murs qui l'avaient oppressée la veille semblaient maintenant respirer avec elle. Elle monta au grenier, non plus pour fuir ou pour fouiller, mais pour rencontrer l'espace de sa nouvelle compréhension. Assise entre les mâles et les souvenirs, elle comprit ce que Jung voulait dire quand il parlait de l'individuation. Elle n'était plus la somme de ses héritages. Elle était devenue elle-même à travers ses héritages. La différence était énorme. Marie-Claire avait vécu dans la culpabilité jusqu'à sa mort. Sa grand-mère avait vécu dans la confusion jusqu'à sa mort. Sa mère avait vécu dans la peur jusqu'à sa mort. Mais elle avait choisi de vivre dans la compréhension. Et la compréhension transformait tout. Elle prit une feuille de papier et écrivit sa première lettre libre. « Chère femme de ma lignée, je vous écris depuis l'autre côté de notre histoire familiale. Depuis le côté où l'on peut aimer sans étouffer, toucher sans détruire, vivre sans porter les morts des autres. Marie-Claire, tu as fait l'impensable dans des circonstances impensables. Ton geste était à la fois un meurtre et un acte d'amour désespéré. Je comprends maintenant que tu n'as pas choisi de tuer, tu as choisi de sauver dans la seule façon que la terreur te permettait.
Ton secret a empoisonné notre lignée, mais ta force nous a toutes maintenues debout. Grand-mère, tu as grandi dans l'ombre de ce crime sans jamais comprendre pourquoi ta mère ne pouvait pas t'aimer pleinement. Tu as appris que l'amour était rare et dangereux. Tu as transmis cette leçon en pensant nous protéger. Je comprends maintenant que ton froid était une forme de tendresse inversée. Maman, tu as hérité de la peur sans hériter de l'explication. Tu as passé ta vie à chercher un amour que tu ne savais pas recevoir. Tu m'as donné tout ce que tu pouvais, même si ce n'était pas tout ce dont j'avais besoin. Je comprends maintenant que ton absence était une façon de ne pas reproduire ce que tu avais subi. Et moi, je suis celle qui a eu la chance de découvrir la vérité. Je suis celle qui peut transformer notre lignée de femmes blessures en lignée de femmes guérisseuses. En écrivant, elle sentait quelque chose de nouveau naître en elle. Pas la colère qu'elle avait portée si longtemps contre sa famille, pas la tristesse qui l'avait habitée depuis l'enfance, mais quelque chose de plus rare, la compassion. Jung avait raison. Ce qui était inconscient devenait conscient, et ce qui devenait conscient pouvait être transformé. Elle ne cherchait plus à fuir son héritage familial. Elle cherchait à l'honorer en le métamorphosant. La clarté était là, lumineuse et simple. Elle était la première femme de sa lignée à pouvoir briser le cycle parce qu'elle était la première à en comprendre l'origine. Elle était la première à pouvoir pardonner parce qu'elle était la première à connaître l'histoire complète. Dans le grenier de la maison ancestrale, entourée des fantômes devenus alliés, elle se leva et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, le soleil éclairait un jardin abandonné mais encore vivant. Comme elle, comme toute sa lignée finalement. Elle descendit dans le jardin avec la lettre qu'elle venait d'écrire. L'herbe était haute, sauvage, mais entre les mauvaises herbes poussaient encore des roses. Des roses anciennes, plantées par Marie-Claire peut-être, qui avaient survécu à toutes les saisons, à tous les abandons. Au centre du jardin, elle trouva un endroit où la terre était plus sombre, plus riche, comme si quelque chose d'important avait été enterré là. Elle s'agenouilla et creusa avec ses mains, laissant la terre se glisser sous ses ongles, se mélanger à sa peau. Puis, elle enterra la lettre, pas pour la cacher, mais pour la planter, comme une graine de pardon qui pousserait en compréhension. En se relevant, elle réalisa que ses gestes étaient différents, plus fluides, plus sûrs. Ses mains ne tremblaient plus quand elle les regardait. Ses épaules ne portaient plus le poids invisible qu'elle avait traîné toute sa vie. Elle était en train de vivre son premier moment d'auto-acceptation véritable. Pas l'acceptation forcée qu'on s'impose par discipline, mais l'acceptation organique qui naît de la compréhension profonde. Elle acceptait d'être la fille de sa mère, la petite-fille de sa grand-mère, l'arrière-petite-fille de Marie-Claire. Elle acceptait de porter leurs traits, leur sensibilité, leurs forces cachées. Mais elle acceptait aussi d'être libre de leurs choix, libre de leurs peurs, libre de leurs limitations. Le pardon symbolique se faisait naturellement. En regardant les roses qui poussaient malgré l'abandon, elle comprit que sa lignée était comme ce jardin, négligée, blessée, mais fondamentalement vivante, capable de beauté, malgré la douleur. « Je vous pardonne », dit-elle à voix haute au jardin, au vent, au mur de la maison qui l'écoutait. « Je me pardonne d'avoir mis si longtemps à comprendre. Je nous pardonne d'avoir été humaine, imparfaite, blessée, mais survivante. » Le pardon n'était pas un acte de volonté. C'était un acte de reconnaissance. Elle reconnaissait que chaque femme de sa lignée avait fait de son mieux avec ce qu'elle avait. Marie-Claire avec sa terreur de guerre, sa grand-mère avec sa confusion d'enfants rejetés, sa mère avec sa faim d'amour jamais rassasiée, elle-même avec sa peur héritée de l'intimité. Toutes avaient essayé de survivre, de protéger, d'aimer selon leurs moyens. Aucune n'avait choisi de transmettre la douleur. Elles avaient simplement transmis ce qu'elles avaient reçu, faute de savoir comment transformer. Mais la transformation était possible. Elle en était la preuve vivante. En rentrant dans la maison, elle la vit avec des yeux nouveaux. Ce n'était plus une prison de secrets, mais un temple de mémoire. Ce n'était plus un musée de douleur, mais un laboratoire de guérison. Les murs qui avaient regardé les silences pouvaient maintenant garder les vérités. L'air qui avait porté les non-dits pouvait maintenant porter les réconciliations. Elle était chez elle dans cette maison ancestrale, non plus comme une héritière passive, mais comme une gardienne active. Gardienne de la mémoire, gardienne de la transformation, gardienne du nouveau possible. La 5e femme avait trouvé sa place dans la lignée. Le soir tombait sur sa dernière nuit dans la maison ancestrale.
Demain, elle repartirait, mais elle ne repartirait pas la même. Elle avait passé la journée à ranger, non pas pour effacer les traces du passé, mais pour les organiser avec respect. Elle avait créé un autel dans le salon. Au centre, la photo de Marie-Claire jeune, souriante, d'avant la guerre. Autour, les photos de toutes les femmes de sa lignée. Et pour la première fois, elle y avait ajouté sa propre photo. Pas une photo d'identité froide, mais une photo où elle souriait vraiment. Sur l'autel, elle déposa aussi le journal de Marie-Claire, ouvert à la dernière page qu'elle avait écrite. Si quelqu'un lit ceci un jour, qu'il sache que j'ai aimé autant que j'ai détruit, que mes erreurs ne définissent pas toute ma vie, que mes mains ont aussi caressé, créé, consolé. À côté du journal, elle plaça un nouveau carnet, vierge, prêt pour sa propre histoire. En allumant une bougie au centre de l'autel, elle comprit qu'elle était en train de vivre sa vision du futur. Cette vision incluait ses racines, mais n'était pas limitée par elle. Elle pouvait honorer Marie-Claire sans porter sa culpabilité. Elle pouvait chérir sa mère sans répéter ses erreurs. Elle pouvait aimer sa lignée sans en être prisonnière. L'archétype de l'orphelin qui l'avait habité si longtemps était en train de se transformer. Elle n'était plus l'orpheline de l'amour maternel absent. Elle devenait la fondatrice d'une nouvelle lignée, celle des femmes qui transforment au lieu de transmettre. Et l'archétype de l'ancêtre blessé révélait sa face lumineuse. Oui, ses ancêtres étaient blessés, mais leurs blessures avaient aussi forgé une force extraordinaire. La force de survivre à l'impensable, de continuer malgré tout, de maintenir la lignée debout même dans la tempête. Elle héritait de cette force, mais elle choisissait de l'utiliser différemment. Au lieu de survivre, elle allait vivre. Au lieu de porter, elle allait transformer. Au lieu de répéter, elle allait créer. Dans le miroir du salon, elle se regarda une dernière fois dans cette maison. Son reflet lui renvoya l'image d'une femme entière, plus entière que Marie-Claire qui s'était brisée sur son secret, plus entière que sa grand-mère qui n'avait jamais compris son rejet, plus entière que sa mère qui avait cherché toute sa vie ce qu'elle portait déjà en elle. Elle était la synthèse de toutes leurs quêtes. Elle était leurs questions et leurs réponses. Elle était leurs blessures et leurs guérisons. Le chemin qui s'ouvrait devant elle était clair maintenant. Elle allait vivre en femme libre, mais pas amnésique. Elle allait aimer en femme guérie, mais pas ingrate. Elle allait créer en femme consciente de ses racines, mais pas limitée par elles. La maison ancestrale l'avait accueillie en héritière passive. Elle la quitterait en créatrice active de son propre destin. La cinquième femme était née dans cette maison de secret. Demain, elle marcherait dans le monde en femme de vérité. L'aube du départ se leva comme une promesse. Elle fit le tour de la maison une dernière fois, mais cette fois, chaque pièce lui offrait une bénédiction au lieu d'un reproche. Dans la cuisine, elle entendit le rire qu'elle n'avait jamais eu avec sa mère. Dans le salon, elle sentit l'étreinte que sa grand-mère n'avait jamais pu lui donner. Dans la chambre, elle respira la paix que Marie-Claire n'avait jamais connue. Et dans la cave, elle recueillit la force que toutes ces femmes lui avaient transmise sans le savoir. Avant de partir, elle écrivit une dernière page dans le carnet vierge. Aujourd'hui naît une nouvelle lignée, celle des femmes qui portent la mémoire sans porter le poison, celle des femmes qui honorent leurs ancêtres en les dépassant, celle des femmes qui transforment l'héritage au lieu de le subir. Je suis la première de cette lignée. Et si un jour j'ai une fille, ou si je guide d'autres femmes, elles sauront qu'on peut aimer sans étouffer, toucher sans détruire, être mère sans se perdre. L'histoire de Marie-Claire ne s'arrête plus sur un crime de guerre. Elle continue sur un acte de paix. L'histoire de ma grand-mère ne s'arrête plus sur un rejet maternel. Elle continue sur une compréhension profonde. L'histoire de ma mère ne s'arrête plus sur une quête vaine d'amour. Elle continue sur un amour retrouvé et transmis. Et mon histoire commence vraiment aujourd'hui. Elle ferma le carnet et le déposa sur l'autel qu'elle avait créé. Quelqu'un d'autre le trouverait peut-être un jour. Une autre femme de sa famille, ou une inconnue qui aurait besoin de comprendre que les lignées peuvent être transformées. En sortant de la maison, elle ne se retourna pas. Pas par indifférence, mais par confiance. La maison ancestrale était maintenant un temple de réconciliation, plus un musée de souffrance. Elle emportait ses leçons sans emporter ses chaînes. Ses pas sur le gravier avaient un son nouveau. Ses mains dans ses poches ne tremblaient plus. Son cœur dans sa poitrine battait avec un rythme qu'elle reconnaissait enfin comme le sien. Elle était la femme qui avait osé descendre dans la cave de sa lignée et en était remontée plus forte. Elle était la femme qui avait regardé le crime ancestral en face
et l'avait transformée en compassion. Elle était la femme qui avait brisé le cycle de la transmission inconsciente. En montant dans sa voiture, elle sourit. Un sourire qui contenait la sagesse de Marie-Claire sans sa culpabilité, la force de sa grand-mère sans sa confusion, l'amour de sa mère sans sa peur. Un sourire qui était entièrement, authentiquement, librement sien. La route s'ouvrait devant elle, mais ce n'était plus une fuite. C'était un commencement. La 5e femme roulait vers sa vie nouvelle, portant dans son cœur une lignée transformée et dans ses mains la promesse d'un amour enfin libéré. Une fleur avait poussé de la cicatrice ancestrale, et cette fleur, c'était elle.